Présentation de toutsurlehockey.com. Salut tout le monde, bienvenue dans cet épisode du TSLH Podcast, Top 32 Aftermath, avec Pascal cette fois-ci. J'étais avec Seb dans le dernier épisode, on vous a présenté 5 espoirs exclus de son Top 32. On va faire la même chose, moi et Pascal, dans cet épisode-ci, mais avant tout, on va parler, comme on a l'habitude de le faire, d'un petit sujet de l'heure, si on veut, pour se réchauffer. Pascal, un texte frappant, on peut le dire ainsi, au sujet de Trevor Connelly. Je sais que le texte date de quelques jours, voire même peut-être une semaine. Une semaine environ, ouais. C'est ça, puis je trouvais intéressant qu'on revienne là-dessus, qu'on en parle, qu'on donne un peu notre opinion sur ce qui a été mentionné dans le dit texte. Donc, avant de commencer à vous en parler, je vous invite à aller consulter le texte au complet de Cathy Strange, je pense, qui est rédactrice pour The Athletic. Un excellent texte. Honnêtement, j'ai trouvé qu'il y avait les deux versions, les deux côtés présentés de la médaille. Je trouve pas que c'est un travail bâclé. Au contraire, très beau travail journalistique. Je vous le suggère. Pascal, on a entendu parler de plusieurs rumeurs concernant Trevor Connelly pour le repêchage 2024. Des problèmes d'attitude, des gestes qui ont été commis dans le passé, on y reviendra, mais avant tout, j'aimerais ça savoir, tu sais, toi, de ton côté, avant qu'on rentre dans le vif du sujet de ce qui a été dit et écrit au sujet de Connelly, est-ce que toi, c'est le genre de choses qui peut influencer ta liste de fin de saison pour les meilleurs espoirs? Si je travaillais pour une équipe de la Ligue nationale de hockey, c'est sûr que ça aura un impact. Si mon rôle était dans les décideurs, mettons. Si j'avais à décider d'un joueur, la formation de la liste, si on veut, puis qu'on se demande, bon, ben, tu sais, au niveau de la maturité du marché de Montréal, mettons, ou n'importe quel autre marché, est-ce qu'il pourrait fitter avec le noyau de l'équipe, avec la culture de l'équipe? Ça aura un impact. Mais, je pense que ma caméra a de la misère un peu. Mais, pour nous, dans le fond, pour moi, qui évalue juste le talent, qui ne peut pas faire un historique de chaque joueur, qui ne peut pas faire des entrevues avec les entraîneurs, avec l'entourage, tout, mais c'est sûr que ça n'a pas vraiment d'impact. Ça n'a pas d'impact si ta liste, c'est juste d'évaluer le talent. Ce qui est le cas pour moi, ce qui était le cas pour Michkov l'année passée, malgré toutes les rumeurs, puis le narratif qu'il y a eu quasiment toute la saison par rapport à son attitude, puis le fait qu'il y a Kiki, un coéquipier. Si je ne peux pas faire ma propre enquête, c'est sûr ça n'aura pas d'impact dans mon évaluation. C'est alarmant un peu ce qu'on voit, c'est sûr. Mais c'est tout ce qui est dans le passé. Il n'y a rien de ce qui se passe en ce moment dans son équipe actuelle. Fait que, rendu là, on peut se dire peut-être qu'il a travaillé sur lui et tout. Mais le texte, il est quand même très éloquent sur il y a déjà eu des problèmes d'attitude. Est-ce que c'est encore le cas? Ça va être aux équipes de déterminer. Moi, ce qui m'a frappé en début de texte, ça a été adressé quand même assez rapidement, la situation des recruteurs de la Ligue nationale par rapport à des joueurs ayant des problèmes d'attitude. Ce qui m'a frappé le plus, c'est quand l'auteur du texte mentionnait que les recruteurs dans la Ligue nationale se fient un peu au jeu du téléphone, puis que c'est du bouche à oreille très souvent, ce qu'on entend au sujet de l'attitude des joueurs.
On notait également dans le texte que la majorité des recruteurs parlent seulement aux coachs, que c'est pas tous les recruteurs qui vont aller parler à la famille, aux agents, quoique l'agent a clairement un parti pris pour son client, on va se le dire. C'est pas vraiment une opinion sur laquelle je baserais mon choix, disons. Mais des fois, d'aller parler à la famille, d'aller parler à des anciens entraîneurs, comme ça a été le cas dans le texte The Athletic, qui ont fait un recensement assez phénoménal d'intervenants pour ce texte-là. En posant des questions seulement au coach, je pense pas que tu as un aperçu complet. Fait que je suis quand même en accord avec les propos qui ont été tenus dans le texte en lien avec certains joueurs que clairement la Ligue nationale a peut-être échappé. Des joueurs qui avaient des problèmes d'attitude qui n'ont pas été décelés au repêchage, puis qu'après ça, on est en rattrapage une fois dans la Ligue nationale ou dans la Ligue américaine où les joueurs se rendent juste pas dans le hockey professionnel. Ça, c'est quelque chose qui m'a quand même frappé parce que je suis quand même d'avis avec toi, Pascal, que dans ma liste, moi, ça ne change rien. Moi, je suis là pour. Ben, nous, on est là. En fait, au TSLH Espoir, on est là pour fournir du contenu pour que les gens ne soient pas surpris des sélections au repêchage, qui connaissent les joueurs, qui en apprennent plus qu'ailleurs sur les différents prospects pour la Ligue nationale. Fait que nous, c'est d'évaluer le talent. L'attitude, il y a certaines choses qu'on peut voir sur la patinoire, mais sans plus. C'est comme quand on parle de contexte, comme les Russes. Je sais qu'il y en a qui considèrent ça dans leur liste, mais le contexte russe, le facteur russe, n'a aucun impact sur l'évaluation d'un talent comme Mishkov, Demidov ou n'importe quoi. Oui, ça va affecter quand est-ce qu'il va venir dans la Ligue nationale de hockey, mais si tu évalues son potentiel tout court, ça ne doit pas avoir un impact. Nous, c'est notre philosophie, puis tout le monde de TSLH Espoir est d'accord là-dessus, puis eux autres, ça a un impact. C'est bien correct, là, on n'est pas là pour dire qu'ils n'ont pas raison. Mais nous, ça n'a aucun impact. Le texte que j'ai trouvé quand même bien, c'est ça qu'il y avait les deux côtés de la médaille, les parents des adversaires ou des coéquipiers de Connolly, les coachs, mais tu sais, il n'y avait pas de zone grise. C'était soit les coachs qui, pas de problème, blablabla, ou soit les parents, que c'était comme ça, un gars à problème et tout. Fait que tu sais, le hockey étant ce qu'il est, ce qu'on voit au Québec, souvent c'est un milieu qui est toxique un peu, surtout quand les parents sont impliqués. Pas mal sûr qu'aux États-Unis, ça arrive aussi. Fait que, c'est pour ça que faut que tu te fasses ta propre enquête. C'est correct là, que le journaliste ait fait ça. Mais mettons que tu es un décideur, il faut que toi-même tu le fasses. Avec le jeu de téléphone, là, c'est de la merde. Sérieusement, là. Quand j'ai lu ça, j'étais comme. Et que ça explique beaucoup de choses. Mais ça implique des coûts, ça implique pas mal d'affaires. Fait que je peux comprendre qu'ils se ferment les yeux sur certaines affaires ou pas qu'ils vont avec les coins ronds, mais personnellement, si j'ai un choix top 15, puis qu'il y a lui qui se présente, puis qu'il y a des rumeurs, ben il pousse, investigue pas mal plus que juste oh, tu parles à tel gars, puis oh, il était un âme, tu te crois. Non, moi, personnellement, c'est pas assez, mais il y a l'argent qui rentre en ligne de compte. Il y a plein d'affaires qu'on n'est pas au courant qui ont sûrement un impact assez intense. Exact. Pour le bien des auditeurs, je pense que les habitués du TSLH podcast sont au courant que Trevor Conley, du moins, peut-être je vous l'apprends, là, en 2022, a partagé une photo sur Snapchat d'une croix gammée. Euh, Puis il y avait une inscription là, dessus, là, sur la photo, en fait. Là. C'était marqué Creation. Euh, Fait que, il a partagé ça. Euh, Depuis ce temps-là, on écrit dans le texte qu'il a fait des. Pas des travaux communautaires, mais qu'il a participé à des ateliers. Il a participé avec des fondations aussi au niveau de la communauté juive. Euh, il a été se renseigner, fait des lectures et tout. Puis il y a même la fondatrice d'un organisme, là, puis je veux pas me tromper dans le nom d'organisme, fait que je vous invite à aller lire le texte encore une fois, mais qui mentionnait que Trevor Conley était un bon petit gars qui, oui, a fait des erreurs, mais qui avait la maturité de grandir là-dedans puis de s'améliorer et tout. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Par contre, ce qui était frappant
dans le texte. C'est tout ce qu'on savait pas. Alors, du moins, on le savait pas, toi puis moi, Pascal, puis peut-être qu'il y en a qui le savaient, je sais pas. Mais moi, je l'ai appris. 2021, insulte raciste pendant un match. Quelque chose qui a été réfuté par Trevor Conley. Il a mentionné que c'était pas le cas. Ensuite, avec les Ducks juniors d'Anaheim, plus jeunes, il y aurait eu 10 parents sur 12 qui critiquaient l'attitude de Trevor Conley, puis 8 parlaient de bullying. Ensuite, je me suis pris des notes, ça paraît-tu, Pascal? Ben, vu que tu regardes la table en avant de toi, oui, mais c'est pas grave. Ouais, ouais. Ben, je veux J'en offrir aurais un pris bon aussi. résumé, puis vu que c'est des sujets sensibles, je veux pas non plus sortir n'importe Puis quoi. pour la sanction, pour les propos racistes qu'il y a eu en 2022, je me souviens bien, il y avait une sanction qui a été révoquée après par manque de preuves. J'ai juste rajouté ça. Ça. Ensuite, toujours chez les Ducks juniors d'Anaheim, il y a 4 parents qui ont vu Trevor Conley frapper un coéquipier dans une pratique. 3 ont vu ça de façon régulière, des coups de bâton de frustration sur ses coéquipiers, des parents qui disaient qu'ils taquinaient souvent les plus petits joueurs et non les plus gros. Puis ça a résulté à ce que 2 joueurs ont quitté ce programme-là. Par la suite, quand j'ai lu ça, je pensais le baisser de Cochran. Non, c'est pas vrai. Non, mais honnêtement, ça m'a quand même choqué un peu de voir ça. C'était des choses qui n'avaient pas été mentionnées. On avait parlé de l'histoire de la croix gammée, mais tout ça, tout ce contexte-là, on ne l'avait pas nécessairement. Mais c'est la suite qui est intéressante. Ça en va jouer pour les Saints de San Diego dans le 2A. C'est des catégories que je ne connais pas. Là, fait que je ne sais même pas quelle ligne, mais c'est dans le hockey mineur. Il ne serait rien arrivé dans cette organisation-là. Tout est beau dans le cas de Trevor Conley. Même que il y a des parents qui mentionnaient que le hockey en Californie était rempli de parents jaloux envers les meilleurs joueurs. Donc, quand tu parlais, Pascal, de climat toxique qu'on voit au Québec, ça a été pointé dans le texte. Puis on parlait même que les années où Trevor Conley a joué en Californie, il était tellement bon qu'il se faisait intimider par des parents adverses sur la patinoire. Et puis, on mentionne également dans le texte que c'est pas quelque chose, un coach qui mentionnait ça, c'est pas quelque chose qui est censé être géré par un enfant de 13-14 ans de se faire intimider par des parents. Fait que c'est particulier, pareil, de voir les deux côtés, mais je trouve ça intéressant, justement, de voir ces deux côtés-là. Oui, tu as été un sportif de haut niveau, tu as été un arbitre aussi. C'est dans tous les sports d'équipe, c'est pas mal présent. Puis, on va beau dire qu'il faut que ça arrête un jour. Est-ce que ça va arriver? Pas tant sûr, vu qu'il y a de l'argent impliqué. Mais ce qui est dans le texte, c'est vraiment intéressant pour vraiment. T'as vraiment là. Tous les coachs, correct. Les parents, tout. Non. Puis dans la Californie, tu te rends compte que il y a beaucoup de parents qui intimident, puis qui. En tout cas, c'est vraiment un bon texte, sérieusement. Juste pour t'ouvrir encore plus les yeux sur le climat que subissent les jeunes. Ouais. Puis là, je me disais, bon, ben, on a peut-être une explication pourquoi Trevor Conley a peut-être été traité drôlement avec les Ducks juniors d'Anaheim. Puis on en vient plus loin dans le texte qu'en 2020, il aurait uriné sur des objets d'un autre étudiant à l'école. Il se serait excusé en justifiant qu'à 14 ans, il a été intimidé puis que ça a laissé des traces. Fait que c'est ça, on est comme dans... Il y a des choses. Clairement, il y a des choses qui se sont passées. Il y a des choses qui se sont passées contre Trevor Conley aussi. Ne victimisons pas Trevor Conley, mais ne le diabolisons pas non plus. T'sais, je pense pas que ce gars-là mérite de se faire canceller pour quelconque raison. Puis là, je vais être très prudent dans mes propos parce qu'il a montré qu'il voulait grandir dans les erreurs qu'il a faites. Puis il en a fait des erreurs. Puis il a fait des erreurs graves quand même. D'envoyer une photo d'une croix gammée, c'est clairement un manque d'éducation. Puis Ben, c'est c'est impardonnable de sûr faire ça. qu'il y a un manque de maturité chez ce jeune-là. Juste à la glace, on en voit un. Je n'en parlais dans un des derniers épisodes. À chaque fois qu'il marquait, il savait était où à la caméra, puis il le regardait.
en restant bien stoïque, genre. Comme pour dire, genre, j'ai scoré. En tout cas, c'est clair que c'est un gars qui aime ça se regarder jouer, un peu fan de son propre talent, mais son talent, il est là. Il va falloir qu'il soit encadré. Est-ce que ça va être à Montréal? Ailleurs, on verra bien. Je pense pas que ça va être à Montréal. Je pense qu'on va aller chercher un gars pas mal plus peigné sur le côté que ça. Puis c'est correct, parce qu'il faut connaître le marché de Montréal. Il faut le connaître. Est-ce que Zegras, c'est complètement un autre débat, mais qu'il y a des points d'interrogation sur l'attitude, est-ce qu'ils vont aller chercher avec le contexte de Montréal? C'est des affaires toutes qui rentrent en ligne de compte chez les décideurs, pas sur ceux qui font des listes pour le talent. Exact. Donc, c'est un peu le topo du texte. Je voulais résumer pour le bien de la compréhension de la situation. Je vous invite encore à le lire au complet. Mais tout ça pour dire que c'est ça. Trevor Conley, personnellement, je serais une organisation. Puis comme tu disais, je ferais ma propre enquête. Je me fierais pas nécessairement au texte, quoi qu'il est très bien étoffé. On voit les deux côtés. On voit que c'est passé des choses. Mais tu sais, des fois, tu vois que il pointait qu'il a fait comme 7 programmes hockey entre 13 et 17 ans, 4 programmes entre 2020 et 2022, ce qui est inhabituel normalement pour un joueur. Mais quand on continue la lecture, on se rend compte que oui, à l'école, il y a des endroits qui a fait un mois, mais c'est parce qu'il allait à l'école dans l'état de Denver, je crois, puis il restait en Californie. Fait que la route était infaisable. Fait que c'est pour ça qu'il avait Ouais. comme lâché cette T'sais, école. l'enquête pourrait aussi être auprès de ses professeurs, auprès de la direction des écoles qu'il a fréquentées. Ça peut être, tu peux pousser ça plus loin pour voir en dehors du hockey comment il est aussi. Et ça aurait été quelque chose d'intéressant pareil, mais maintenant, on peut pas faire un texte de 10 000 mots, un dossier Non, de c'est 10 ça. 000 mots Ben non plus. ça en est un solide dossier, honnêtement, Ouais, ça, avec c'est un tous les vrai intervenants dossier. rencontrés. Mais c'est ça, tu sais. Je pense qu'il y a eu une tentative de comparaison de Trevor Conley avec Mitchell Miner puis Logan Mayou. Logan Mayou, hein. Je vais être très prudent encore dans mes propos. Je pense que dans les deux cas que je viens de mentionner, soit Miller et Mayou, il y a des implications criminelles là-dedans. Jusqu'à preuve du contraire, Trevor Conley n'a pas rien fait de criminel encore, du moins il n'y a pas eu de plainte déposée. Mm. Fait que c'est un peu la différence. Je pense qu'il est comme dans une zone grise, mais clairement, il y a quelque chose au niveau de son attitude. Puis j'aime tellement le commentaire à Guillaume en commentaire sur Patreon. C'est des gamins. Une bonne organisation va les transformer en des hommes et des pros. Ouais. Moi, le feeling que j'ai en lisant ce texte-là, puis la croix gammée, c'est une erreur d'immaturité, on l'a dit, puis on le voit qu'il y a un manque de maturité, ce gars-là. Mais le fait de taquiner les plus petits, le fait de taquiner ses coéquipiers, de se frustrer sur ses coéquipiers en pratique parce que probablement qu'ils étaient moins bons, ça, c'est des affaires que tu fais une fois dans la Ligue nationale, puis tu te fais mettre dans une poubelle dans le vestiaire, la tête par en bas. Même à Ça va NCAA, se là. terminer là. Même à NCAA, il va prendre 2 minutes là, s'il commence à faire ça. Là. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est vrai ce que Guillaume il dit, tu sais, ce gars-là, il a 18 ans présentement. Mm. Tu sais, à 17-18 ans, on en a fait des niaiseries, pas au point de Trevor Conley, mais je veux dire, il y a une part de maturité qui s'acquiert avec l'âge, puis avec le développement d'un joueur vers le hockey professionnel. Puis tu sais, si en pratique, il commence à se frustrer, il va se faire remettre à sa place. Là. Ben oui. Il va se faire remettre à sa place. Fait que comme décideur, si tu as confiance en ton groupe, puis que tu sais que ce gars-là est très talentueux, je vois pas les raisons pourquoi on devrait bouder ce joueur-là. Ouais. Personnellement, c'est une opinion très personnelle, mais on le sait, il va y avoir des équipes qui vont passer par-dessus sa candidature, puis c'est bien correct. Il y en a qui veulent s'éviter des scandales, puis c'est correct aussi. T'as les autres les oreilles puis l'argent. Exact. Sauf qu'il faut pas oublier une chose, c'est que s'il y avait eu des réseaux sociaux, puis des journalistes, j'allais dire de sous-sol et tout ça, là, mais tu sais, on connaît l'ampleur présentement des choses dans la société. On voit comment les réseaux sociaux peuvent
gonfler des choses. Puis je dis pas que la situation de Trevor Conley est gonflée, loin de là. Mais d'après moi, tu aurais les mêmes technologies aujourd'hui en 2000, puis en 2002, puis au repêchage. Il y a clairement des joueurs dans la Ligue nationale, puis beaucoup, là, que tu te serais dit à son année repêchage, « Hey, moi, je toucherais pas à ça. » Puis probablement beaucoup de vedettes là-dedans. Dans beaucoup de sports, ça serait pas mal ça pour le soccer, le football, n'importe quoi. D'après moi, il y a plusieurs petits cas qui auraient passé le tour. Exact. All right. C'est parce que je lisais le commentaire à Pierre-Luc pendant ce temps-là sur Patreon. Pierre-Luc nous dit que c'est un A teacher? teacher, ouais. C'est un enseignant en histoire. Salutations, Pierre-Luc. Merci d'être encore au rendez-vous. Et il mentionne, je peux vous confirmer qu'il y en a des jeunes qui ont fait des erreurs avec la croix gammée. Trevor Conley, c'est pas le premier. C'est pas une raison pour l'excuser. Mais est-ce qu'on se doit de taper sur la tête, puis de canceller, puis d'en faire un autre draft? Parce qu'on le voit, il y a des observateurs qui veulent pas te classer à cause de ça. Puis je respecte ça, c'est correct. Je respecte les convictions. Mais il faut s'attendre quand même à ce qu'une équipe le repêche parce que c'est de l'immaturité, c'est de l'incompréhension, puis une mauvaise éducation. Puis ça, je pense que c'est des choses qui se corrigent avec l'expérience, puis en étant bien entouré. Exactement. Donc voilà pour le cas Trevor Conley. Il faut se rappeler, je sais que dans la saga de Logan Mailloux, quand on parlait de Logan Mailloux, le joueur, puis qu'on disait qu'il avait des qualités, on pouvait se faire pointer comme étant un grand souteneur de la culture du viol. Je ne suis pas un fervent amateur des nazis, ok? Je tiens à le dire. Là. C'est pas parce qu'on trouve que Trevor Conley c'est un bon joueur de hockey qu'on soutient la cause nazie. Non, mais tu sais, c'est con, mais il faut le dire. Je veux dire, c'est plate, là, mais en 2024, c'est ça. On fait des associations comme ça. Et je condamne ce qu'il a fait. Jusqu'à quel point, par exemple, faut canceller ce gars-là. J'ai mes réserves. Et voilà. On va parler de choses plus positives, Pascal. Hey, non, moi, non, pas de positif. Je vais juste dire de la merde des 5 espoirs que je vais te parler. Top 32 Aftermath. On parle de joueurs qui étaient exclus de nos listes top 32. Le premier, Pascal, que tu veux nous parler, je te laisse le loisir de prononcer son nom parce que je crois que je vais avoir de la difficulté. Ben, surtout qu'il y a un site trop au début. Mais, il y a des bonnes chances. C'est pas grave. C'est Artyom Chichinov. Ben, Chichinov. Chichinov. Défenseur russe, en fait. Au début de la saison, je l'ai regardé quelques matchs, puis qu'est-ce qui m'a fait en sorte que je ne l'ai pas nécessairement classé dans mon top 64, parce que si vous ne savez pas, moi je fais un top 64, mais je partage juste le top 32. Si vous voulez voir les 64, venez me voir en privé sur Twitter, puis on va s'arranger pour voir la version au début de l'année, puis celle-là de mi-saison. Mais Chichinov, c'est un gars qui joue pour le Tractor, si je me souviens bien, dans la KHL, mais il joue entre 6 minutes et 10 minutes en défensive, mais il joue en KHL. On lui donne des responsabilités. C'est sûr que c'est plate qu'il n'y ait pas beaucoup de minutes de jeu, mais il y a des choses qu'on voit qui sont quand même prometteuses. Donc, très, très, très bon patin. L'agilité est là, dans les 4 directions. A tendance à peut-être un peu trop baser son jeu sur son patin, sur sa mobilité. Je ne sais pas si tu l'as vu beaucoup jouer, toi, Matt, si tu as remarqué ça. Non. Pourtant, c'est des viewings qui sont très rapides. Tu regardes en chiffre by chiffre, 5 à 10 minutes par match, c'est pas super long. Mais bref, très, 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 très bon patin. Ce que j'aime beaucoup chez les défenseurs, généralement, c'est la capacité à absorber la pression puis à s'évader quand il y a une pression de l'adversaire à un attaquant et 2 attaquants. Quand il y a un attaquant, c'est un gars qui va très bien
utiliser justement sa mobilité, son agilité pour complètement s'évader. Dès qu'il y a un deuxième adversaire, c'est là que c'est un peu plus difficile parce qu'il garde la rondelle trop longtemps. Puis il veut feinter ou bien vraiment utiliser sa mobilité pour aller un peu plus loin. Puis il finit tout le temps par se faire battre par des adversaires, puisque tu ne veux pas, les Russes, en KHL, ils ont de l'expérience que lui n'a pas. Il n'est pas capable d'aller chercher parce qu'il ne joue pas beaucoup. Mais ça s'améliore quand même depuis septembre, parce que eux autres, leur saison, ça commence en septembre. Une affaire qui est plate aussi, c'est que j'ai de la misère à respirer. Je ne sais pas si vous en rendez compte, mais je sors d'une gastro, fait que c'est difficile. Bref. Offensif, il n'y a pas beaucoup d'occasions. Je ne veux pas avec de 5 à 10 minutes, mais tu ne joues pas beaucoup en offensive, c'est vraiment plus en défensive. Mais il y a tendance à avoir quand même certains flashs en offensive qu'on aime beaucoup. Et c'est surtout sur la mobilité qu'on les voit, c'est-à-dire qu'il va très bien voyager long la ligne bleue. Il va attaquer les espaces libres, se mettre en option. Les espaces libres se mettre en option. Mais des fois, il manque un peu de timing. Puis ça fait en sorte que la passe ne vient pas. Puis de toute façon, ses coéquipiers n'ont pas tendance tant que ça à y envoyer la rondelle, même s'il est libéré. Je peux les comprendre parce que justement, c'est une recrue. Puis son tir touche la cible, mais pas nécessairement diversifié. C'est pour ça que moi, personnellement, je l'ai en fin de deuxième ronde. Parce que tu vois qu'il y a une bonne base. C'est probablement capable de jouer éventuellement sur une troisième paire en Ligue nationale de hockey. Mais plus que ça, j'ai la misère à le voir un petit peu. T'sais. Mais quand même, ce qu'il est capable de faire en 5 à 10 minutes, puis de progresser toute la saison en KHL, moi, je trouve ça quand même assez bien pour lui. Puis il manque d'agressivité aussi. Mais ça, c'est le cas pour la majorité des espoirs en défensive éligibles au repêchage. Il y a Guillaume qui nous demande, Pascal, qui n'a jamais vu ce joueur. Tu pourrais le comparer à qui en termes de style de défenseur? En termes de style, à Jordan Harris. Je pense que c'est la Victor Mété, Jordan Harris, ce genre de joueur-là. Gabarit, 5 et 11, 6 pieds. Je pense qu'il est plus vers 6 pieds. Il a l'air plus gros que 5 et 11, dans le fond. Mais la KHL met les mensurations des joueurs assez rarement à jour. Ouais, c'est ça. Mais On a les mensurations d'Elite Prospect, c'est ceux qui regardent en vidéo. Là, donc, au Combine, il sera probablement pas là, mais autour du repêchage, on va pouvoir voir si, mettons, anyway, les joueurs ne seront pas là. Mais, ouais. On verra s'il est passé 6 pieds. Ouais, c'est vraiment sur la mobilité. Il utilise, ce qui me fait hésiter un peu, c'est que oui, les grandes glaces, il y a quand même besoin de l'espace en glace pour se libérer. Mais une fois qu'il y a juste un joueur en pression, ça va super bien, il fait des courtes passes, fait progresser le jeu, ça va quand même bien à ce niveau-là, qu'il prend des décisions rapides. Mais c'est la prise d'information, quand il y a une pression à deux, que là, c'est plus difficile pour lui. Mais c'est l'expérience qui rentre, puis la progression me laisse croire qu'il y a une équipe qui va sûrement le repêcher. Sûrement la Caroline, comme d'habitude. Good. Je commence avec mon premier, parce que dans le podcast avec Seb, je n'ai pas présenté mes 5 espoirs. Je gardais ça pour toi, Pascal. Ollie Josephson, un gars qui, on dirait, depuis le début de la saison, je me dis non, je le vois pas dans mon top 32, mais en même temps, on dirait qu'il est complètement locké en haut de ma deuxième ronde. C'est un joueur de centre qui est excessivement bon sur 200 pieds. Ouais. J'aime beaucoup ses capacités en bataille le long des rampes. Il y a une petite hargne intéressante là, des fois que il va aller donner un petit coup d'épaule pour ensuite sortir la rondelle du coin. Il offre un bon support à ses coéquipiers quand il n'arrive pas le premier sur la rondelle, dans les batailles justement. Dans sa propre zone, je le trouve vraiment efficace. Il est agressif quand c'est le temps sur le porteur. Il va couvrir les lignes de passe d'une très belle façon en se gardant actif également en zone défensive.
tu sais, Josephson, c'est un prototype two-way joueur de centre qui, malheureusement, à cause d'un. Ben, moi, personnellement, son plafond offensif, je ne l'ai pas encore suffisamment haut pour le placer en première ronde. Mais on dirait que le profil complet de ce gars-là est tellement projetable dans la Ligue nationale, comme, mettons, un troisième, quatrième centre, que j'ai de la misère à le descendre plus bas, mettons, que 33 à 40 à peu près. Là, fait, D'après va moi, être, pour un recruteur, il est quand même facile à vendre à un décideur qui veut juste des gars de la nationale de hockey pour un 2, 3, 4e choix. D'après moi, c'est ça qu'il doit viser. Là. ouais, exact. Puis tu sais, c'est un gars qui se replie bien. Il est utilisé en désavantage numérique, en avantage numérique, à 5 contre 5 qui est efficace également. Donc, dans toutes les facettes du jeu, c'est un gars qui peut avoir un impact positif sur sa formation à Red Deer. Fait que non, j'ai pas mal toujours apprécié mes visionnements de Ollie Josephson, mais à chaque fois que je le regarde, je me dis, ah non, c'est un bon joueur de hockey, mais avec un plafond pas super haut offensif. Fait que tu sais, en deuxième ronde, je serais très à l'aise de le choisir. Puis tu sais, Olinka, c'était un peu ce rôle-là qu'il avait aussi. Là, il a Oui, toujours été exactement. utilisé dans un rôle de joueur complet, qu'on ne demandait pas nécessairement d'être offensif, mais que tu peux entourer avec des ailiers offensifs, puis soudainement, Josephson peut contribuer aussi. Tu sais. Fait que, il est quand même pas si loin du point par match, là, on s'entend. Là. Il y a peut-être genre 48 points, je pense, en 50 quelques matchs. Là. C'est quand même pas mauvais. Là. C'est pas Mhm. un gars de 20 points en 50 matchs qui joue two-way. Là. Il est capable il est capable de produire de l'offensive, puis il est capable de contribuer offensivement. Mais c'est tout dans les détails, je trouve que c'est un profil qui est vraiment intéressant pour le repêchage. C'est un bon joueur baromètre. C'est-à-dire que tu sais un peu qu'est-ce qu'il va te donner. Ça que peut-être qu'il va jouer un rôle de profondeur ou pas partout dans les nationale de hockey, mais pour ton classement, c'est un bon joueur que tu dis, OK, moi, lui, 40e ou whatever. Puis c'est facile après ça de mettre des gars avant ou après parce que tu connais très bien ce profil-là de joueur. Puis les chances que ça a de jouer quelques matchs dans la nationale de hockey. C'est comme un peu comme Kaden Goulet à son repêchage. On en parlait en 2021, mais c'est pas un joueur que je déteste non plus. Il n'est pas classé, mais il n'est pas mauvais. Good. Pascal, ton tour maintenant de nous parler de Mac Swenson. Mis à part Yes. son nom incroyable, Ouais. parle-nous de ce joueur de hockey. Ah, il y a vraiment un bon nom. C'est juste ça qu'un peu next, on parlait de Lucas Peterson. Non, de Max Wilson, c'est un joueur qu'on a remarqué assez tôt dans la saison, au Linka Gretzky. Puis, ce qui est plate, c'est qu'il mesure quoi? 5 et 7, 5 et 8, si on veut être généreux, là, avec des patins. C'est vraiment ça qui est plate pour lui, parce que c'est vraiment un bon joueur de hockey. Je vais parler de sa faiblesse en premier, outre son gabarit. C'est le fait que son patin, à mes yeux, avec la rondelle, est problématique. C'est pas un gars qui va feinter à fond, c'est pas un gars qui va, mettons, garder la rondelle longtemps, qui va faire la transition. C'est parce que probablement qu'il sait qu'il y a un patin un peu médiocre. Pas médiocre, mais un peu déficient en possession de la rondelle. Mais sans la rondelle, ça va quand même bien. Fait qu'il délègue beaucoup le transport de la rondelle à ses coéquipiers. Lui, ce qu'il préfère, c'est vraiment se faufiler, attaquer les zones libres pour se mettre en option. Puis la majorité de ses buts se font dans le trafic, après des retours de lancer, en touchant la rondelle ou en se plaçant dans l'espace libre, puis en se gardant en mouvement pour avoir une passe. Fait que, tu sais, c'est vraiment adapté à son gabarit. Puis je pense pas que son jeu va changer tant que ça dans la salle de hockey s'il se rend là. Tu sais, il y a quand même des défis là, pour lui là, pour être capable d'y arriver. Là. Mais je suis pas mal sûr que. Il y a deux personnes qui ont toussé. Je suis pas mal sûr qu'il y a une équipe qui va lui donner une chance parce que, mettons, le Tampa Bay, qui aime bien ça, choisir des gars très talentueux un peu plus loin dans le repêchage. Là. Mais c'est parce qu'il est intelligent.
Il se positionne bien. En défensive, il est tout le temps là. Il est souvent le premier attaquant à se replier. Donc, il y a plusieurs qualités. Il est très vocal aussi sur la glace. C'est quelqu'un qui va beaucoup communiquer avec ses coéquipiers. Fait que ça me demande beaucoup d'éthique de travail, de qualité athlétique, puis il absorbe beaucoup les contacts aussi. C'est pas quelqu'un qui va tomber. Il y a vraiment un bon équilibre. Fait que, tu sais, en échec avant, en back-check aussi, il est tannant, il est tout le temps là près de la rondelle. Fait que, tu sais, j'adore ça, regarder jouer, en fait. Vraiment, vraiment beaucoup. Puis je vais faire sûrement un texte très rapide, pas très rapidement, mais très bientôt, sur ce joueur-là, que j'ai hâte de vous partager. Mais c'est ça. Il est petit, c'est ça le problème. C'est vraiment ça. Il faudrait qu'il prenne des hormones. Il faudrait vraiment qu'il mange du brocoli, pas des whatever, mais il y a peu de chances qu'il y arrive à cause de ses limites. Mais j'aime quand même, versus un autre joueur que tu as mis dans ta liste, ses chances. Moi, Pascal, là, j'ai hâte de parler du prochain. Là. Je te dis, là, j'avais hâte au podcast à soir. Moi, j'ai hâte Parce aussi. que j'avais hâte de parler du prochain. J'ai j'ai- j'ai regardé encore des matchs avant d'enregistrer. Là. Écoute, je vais faire afficher l'image à l'écran pour ceux qui regardent en vidéo. Le prospect que je veux vous parler dans ce podcast se nomme Kirill Zaroubine. Et puis si vous écrivez Kirill Zaroubine sur Google, son profil Elite Prospect ne sort pas dans les moteurs de Ouais, recherche. je l'ai cherché longtemps. C'est genre, où sont-ils devenus? Alors, les prospects ont une page pour chaque équipe, là, où sont-ils devenus, puis c'est là qu'on le trouve, puis il est encore pour l'équipe. Comme, whatever. On écrit son nom sur Twitter, personne a mentionné son nom. Puis je vous explique comment j'en suis arrivé à connaître ce Kirill Zaroubine parce que je pense que l'histoire en vaut quand même la chandelle. Puis oui, je vais vous parler de ce gardien de but russe. Parce que Kirill Zaroubine, c'est un gardien de la MHL en Russie. Kirill Zaroubine, comment j'en suis venu à parler de ce gardien-là, à découvrir ce gardien-là, c'est que ben, vous le savez, les auditeurs, ceux qui nous suivent au TSLH Espoir, je bâtis un top 10 des meilleurs gardiens pour le repêchage encore cette année. Puis là, ben, je cherchais dans le fond des cibles potentielles pour élaborer mon top 10. Fait que j'en ai sorti une vingtaine à peu près. Puis là, quand je regardais dans la MHL, parce qu'on le sait, en Russie, c'est une bonne pépinière de gardiens de but. Puis quand on regarde les statistiques en MHL, c'est surprenant comment plusieurs gardiens Il y a tellement s'illustrent d'équipes. statistiquement. Christy qui a des équipes. Ouais. Puis là, je regardais, puis du même coup, je me suis rendu compte qu'en MHL, il y a un total de 50 gardiens qui ont des moyennes d'efficacité supérieures à 900. Puis pour vous donner un exemple, là, en LHJMQ, on parle de 12 gardiens. En WHL, on parle d'une vingtaine. Puis en OHL, on parle d'une dizaine. Puis qu'est-ce qui explique que les gardiens de but en MHL ont du 900 d'efficacité? C'est juste la différence de talent entre les pires équipes et les bonnes équipes. Puis les divisions, comment sont faites, ben cet écart-là est très creusé. Fait qu'il y a plusieurs gardiens qui sont capables de compiler des gros chiffres, mais qui ne sont pas nécessairement des top prospects, disons. Donc, en regardant les statistiques de la MHL, je tombe sur un Kirill Zaroubine qui a le plus de matchs joués dans la MHL cette année, qui a joué avec 2 formations, qui a des statistiques ahurissantes. Puis là, ben, avec ce que je viens de vous dire, je me dis, ben, peut-être qu'il est dans une bonne équipe et qu'il affronte des mauvaises équipes. Je commence à investiguer. Je me rends compte que Zaroubine a joué avec AKM Junior au début de la saison. Une des pires équipes de la MHL. Puis tu ris, Pascal, pour le Junior, mais c'est parce qu'il y a un Y pour vrai. J'adore ça, Junior. C'est hot. Puis c'est ça, il jouait pour une des pires équipes de la MHL.
Puis il y avait une moyenne de buts alloués de 4,30 quelques, mais une efficacité de 900. Là, ça m'intéressait. J'étais comme, tu sais, tu donnes beaucoup de buts, mais tu as une efficacité de 900. Forcément, tu es sollicité énormément dans un match. Puis, ben, vu que tu es dans une poche équipe, parce qu'au classement, clairement, on voyait que AKM Junior était pas une bonne équipe. Dans le milieu de la saison, se retrouve avec Mikhailov Academy, qui est comme AKM aussi, mais une autre équipe qui est comme reliée à sa première équipe avec laquelle il était. Puis là, on voit les statistiques s'accumuler, mais Mikhailov Academy, c'est une équipe de milieu de peloton. C'est pas une équipe de tête. Fait que là, je me dis, OK, le gars, il ramasse des statistiques solides en MHL, puis il n'a jamais joué pour une des puissances. Il a joué contre des puissances. J'ai regardé les matchs, puis il gaulait super bien. Fait que là, j'ai investigué, j'ai regardé des matchs, et je suis tombé en amour avec ce gardien-là, je vous le dis tout de suite. Là. Après un match, il m'envoyait des voice messages sur Messenger. Là. Est-ce qu'il est bon? C'était drôle. Mais c'est le fun. Tomber sur un joueur de même que tu as investigué, tu as checké les statistiques, de comme, il y a quelque chose, tu sais. C'est dans la logique, tu sais, tout ton processus pour le trouver, c'est intéressant, ça va faire un bon texte, évidemment. Exact. Puis, tu arrives, tu regardes les matchs, tout se confirme, c'est le fun, ça. Ouais, c'est ça. Puis, là, on a parlé du chemin menant à Zaroubine, mais parlons du joueur. Gardien de but hyper athlétique. C'est un gars que sur des tirs directs, tu as très peu de chances de le battre. Des déplacements rapides. Il prend énormément de place devant son filet. Là, c'est un 6 pieds 4, 179 livres. Puis quand tu le regardes, tu as l'impression qu'il est encore plus gros que ça, tellement qu'il en couvre large. C'est un gars qui il est précis dans ses déplacements au point que une de ses grandes qualités, c'est d'aller chercher ses poteaux rapidement. Ça a l'air niaiseux, mais souvent, d'aller chercher ton poteau rapidement, ça va couper les passes justement vers l'enclave provenant du derrière du filet. Tu vas être prêt à exploser, puis il explose très bien aussi vers l'enclave. Fait que c'est vraiment quelque chose qui fait très bien. Ça stabilise tout ton jeu, en fait. T'es plus explosif sur tes déplacements. Tu sais t'es où dans l'espace aussi dès que tu touches à ton poteau. Fait que c'est une belle observation. J'ai regardé quelques matchs. J'ai regardé un match que tu me mentionné son nom, parce que je pense pas classer des gardiens cette année. Mais c'est vrai qu'il a vraiment l'air plus gros. C'est pas tout le même genre de goaler, mais Vasilevski a l'air pas mal plus gros qu'il est. C'est la même chose. Oui, peut-être qu'il y a un équipement qui fait en sorte qu'il est plus haut, qui est plus large que haut, là, mais il a l'air comme Vasilevski, il a l'air vraiment plus gros qu'il l'est. Là. J'ai regardé des matchs avec sa première formation, le AKM Junior. Puis vraiment, là, il se faisait bombarder. La défensive, ça fait pas de ménage devant le filet. Il se faisait pas de vitesse, les défenseurs. C'était épouvantable. Puis constamment, Zaroubine gardait son club dans le match. J'ai regardé un match, c'était le 24 janvier, parce qu'il est comme revenu pour un match avec cette formation-là en janvier, même s'il jouait le reste du temps avec Mikhailov Academy. Il a donné 6 buts sur à peu près 45 lancés. Puis il a vraiment connu un très bon match. Là, c'est juste qu'il a donné 6 buts sur des troisièmes retours et tout ça. Fait que, puis malgré tout, il y a vraiment des bonnes statistiques pareilles. Fait que, sa grosse qualité, Pascal, là, je te dirais, là, tracking de puck élite. C'est incroyable comment il va cibler rapidement la rondelle dans le trafic. Il va faire son déplacement, il va arrêter la rondelle, puis immédiatement, là, il va préparer son deuxième déplacement. Tu sais, des fois, tu vois des gardiens, ils vont faire leur déplacement, ils vont arrêter la rondelle, puis là, après ça, il y a un temps d'analyse qui se passe. Là. Lui, il n'y en a pas, là, de temps d'analyse. Il sait déjà où il s'en va, il prépare déjà son deuxième déplacement, ce qui fait que, oui, des fois, il va être déporté un petit peu en dehors de son poteau, fait qu'il va se retrouver comme le poteau un petit peu dans le milieu de son dos, mais il est capable de revenir, puis sur les passes transversales, c'est pas dommageable. Il n'y a pas il y a pas de temps de retard parce qu'il réchappe avec son anticipation. T'sais. Fait que, vraiment, là, gros tracking de puck élite. Gestion des rebonds d'une très grande qualité. Je revois un
Jacob Fowler l'année passée. Tu sais, comment on aimait Fowler parce qu'il donnait du momentum à son équipe en gelant la rondelle, en absorbant la rondelle avec son corps. Zaroubin le fait excessivement bien aussi. Et puis, si on regarde de façon plus contemporaine, Zaroubin avec Mikhailov Academy faisait partie des play-in en MHL. Donc, pour vous situer, là, sa formation, c'est une équipe de mi-peloton, de mi-classement. Doivent disputer les play-in pour pouvoir rentrer dans les séries éliminatoires. Zaroubin a 2 matchs de play-in de jouer. 40 lancés, 39 lancés, 2 jeux blancs. Il est content, hein? Le petit Ah match, il est content. Puis le premier match de play-in, je l'ai regardé, puis pour vrai, en saison régulière, là, les matchs que j'ai encore à date, là, présentement, j'ai trouvé qu'il y avait une bonne énergie. Il était très combatif devant son filet, même si ça faisait, avec l'équipe qui est moins bonne, dans laquelle il a joué, même si ça faisait 3-4 buts qu'il donnait, tu voyais qu'il avait encore la tête là. Il faisait ses déplacements, il était efficace. Mais dans le match du play-in, le premier que j'ai regardé, écoute, il veut la rondelle. Il la veut. Tu le sens que il veut gagner. Là. Je sais pas comment l'expliquer. Il faudrait peut-être y parler à ce gars-là pour connaître un peu le personnage, mais devant son filet, tu vois un gardien qui est dans sa game. Là. Il fait un arrêt, il se relève, il est craqué, il a l'air là, il regarde partout. Zaroubin, là, quand la rondelle est en arrière du filet, là, le nombre de fois qu'il scanne l'enclave pour savoir où ce qu'un joueur est, où ce qu'un joueur adverse est. Présentement, j'ai peut-être 6-7 gardiens de but là, d'analyser pour l'instant pour mon top 10. Peut-être pas loin de 7-8, là, mais bref. C'est un des seuls qui va vraiment prendre l'information où les joueurs sont. Fait qu'il se fait pas tant surprendre sur des passes transversales. C'est quelque chose d'important. Là. Dans la Ligue nationale, t'as quasiment que ça, des passes transversales vers les high danger zones. Je vais peut-être te donner pour te faire plaisir. Ouais. Parce que c'est vraiment pas long à regarder des chiffres de gardien. Tu regardes les tirs manqués et tout. Fait que c'est pas long nécessairement à regarder. C'est tout le temps le fun parce que c'est un scouting complètement différent de ce qu'on peut faire ailleurs. Puis cette année, vu que tu as Leanders qui est quand même connu, Yegorov, il n'y a pas de. Comme l'année passée, il y avait beaucoup de gardiens de but en deuxième, troisième ronde. C'est ce qu'on s'attendait, c'est ce qu'il y a eu. Moi, j'en avais 2 en première, t'en avais 1. Puis c'est 2 excellents gardiens. on a quand même une habilité à avoir le talent. Fait que j'ai hâte de voir s'il va être repêché cette année, Zaroubin. S'il l'est. Je vais être content pour toi. J'allais conclure mon petit segment sur Zaroubin avec ça. Kirill Zaroubin, il n'est pas sur la liste de la centrale, il n'est pas sur la liste de personne, il n'est même pas sur Elite Prospect Calvaire. Il est là, mais il faut le trouver. Là, habituellement, quand tu rentres un joueur sur Google, son profil sort. Là, à rien. Fait que ça se peut là, que Kirill Zaroubin soit même pas repêché. Là. Ça se peut. Là. Mais ça se peut aussi que Kirill Zaroubin, là, il soit dans mon top 2, top 3 des meilleurs gardiens pour le repêchage cette année. Puis est-ce que ça veut dire que je vais m'être planté? Non, parce que je vais vous mettre des vidéos dans le profil que je vais faire. Vous allez pouvoir apprécier ce que j'ai observé et tout. Puis, tu sais, j'en regarde une vingtaine cette année des gardiens. Je vais tous les comparer pour les classer top 10. Puis, à ce jour, présentement, Zaroubin se bat pour le numéro 1 dans mon top 10 des gardiens. Je pense pas que je vais le mettre dans mon top 32, là, parce que je vois pas de gardien de but sortir en première ronde cette année. Je pense vraiment pas. Même j'avais Vini puis c'est descendu, mais présentement, Zaroubin est supérieur à Linders de ce que j'ai vu. Il est supérieur à Yegorov de ce que j'ai vu. Il est supérieur à Saarinen en Finlande de ce que j'ai vu aussi. J'ai pas revu encore Emil Vini parce que ça a l'air que ces temps-ci, il va très bien. Mais c'est ça. Kirill Zaroubin va se battre pour une place dans mon top 3 des top 10 des gardiens, c'est sûr, à 100%. 100%. J'ai hâte de voir. Surtout que c'est un inconnu. C'est le fun de voir ça. Exact. C'est rare, ça arrive quand même. Pour le gardien de but, d'après moi,
ça a quand même plus de chances d'arriver qu'un attaquant qui fait un point par match dans n'importe quelle ligue. Là. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir. Ça serait une belle trouvaille. Yes. Ça serait une belle trouvaille. Good. Pascal, on est rendu à Lucas Peterson de ton côté. Oui, il y a un nom vraiment pour réussir à jouer au hockey, on va se le dire. Là. Il y a vraiment un nom de joueur de hockey suédois. Je l'avais dans mon top 32 clé mineur qu'on a fait en novembre. Il a baissé dans mon top 32 de mi-saison. Il n'a pas vraiment baissé loin. Si je me souviens bien, il a baissé 37e, 32 à 37. Pas nécessairement parce qu'il n'est pas bon, mais c'est vraiment parce qu'il y a d'autres joueurs qui ont montré plus de progression, puis plus de plafond offensif, si on veut. Parce que Lucas Peterson, c'est le typique joueur que il fait tout bien. Mais est-ce que tu es capable d'y trouver une qualité au-dessus de tous pour dire, OK, il va être capable d'avoir un rôle dans le milieu d'une formation dans la Ligue nationale de hockey? C'est là que c'est un problème. Mais pour un entraîneur de hockey junior, c'est un prototype parfait pour toi. C'est un gars qui est responsable, qui est très, très, très rapide. Probablement dans le premier tiers du repêchage 2024 au niveau de la mobilité chez les attaquants. Après ça, au niveau offensif, il y a quand même un bon tir sur réception, mais pas assez pour dire que c'est hyper diversifié ou bien que ça va être une arme dans le national de hockey capable de créer de l'offensive. Mais c'est pas un gars qui va mettons, influencer un corps défensif pour créer des passes et tout. Mais c'est quand même un gars qui va être capable de bouger assez le jeu là, pour garder le jeu en vie, garder l'offensive en vie, puis qui amène les rondelles au filet. Mais c'est pas un gars de trafic, c'est un gars de périphérie. Pourquoi je voulais en parler? Je voulais en parler parce qu'il n'était plus dans ma première ronde. C'est vraiment pour ça. Mais il y a vraiment beaucoup de qualités qui font en sorte qu'une équipe de la Ligue nationale de hockey va lui donner une chance. Au début de la saison, je pensais que ça allait être plus dans, mettons, fin de la première ou peut-être la deuxième ronde. Mais là, je commence à dire peut-être plus la troisième parce que je vois pas le plafond. Le plafond est... En fait, je vois trop le plafond. Le plafond, il est pas assez haut, mettons. Mais pour une équipe junior, c'est ça. Il y a tout pour plaire vraiment. Pour être un gars d'impact qui avait quand même eu un bon tournoi au début de l'année. Elinka Gretzky, c'est quand même un gars qui savait démarquer. Toute la saison de son équipe aussi, ça a super bien été. Mais c'est plus un gars complémentaire qui a vraiment un meneur de jeu. Et tu peux tellement le mettre n'importe où qu'il n'y a pas vraiment de problème à l'avoir sur la glace. Fait que je sais pas si tu voulais parler un peu de lui, si tu le connais bien. Là. Non, je me souviens juste que Simon l'avait en première. Ouais, Je on pense avait que c'était tous les son 32, si je me 32e. souviens bien. Ouais, c'est ça, au début de la saison. On avait tous deux le même discours un peu. C'est comme, il fait tout bien sur la glace. C'est vraiment. C'est quand le nombre de visionnements que tu as dans un préliminaire, tu vois un gars qui fait tout bien sur la glace, mais tu n'as pas le choix d'avoir quand même une bonne estime de lui. Si tu en rajoutes des visionnements, tu fais comme, ah, OK, ouais. Il y a une limitation dans son jeu. Fait que, tu sais, pour l'instant, je ne parle pas nécessairement super positivement des joueurs pour l'instant, mais c'est des joueurs de deuxième, peut-être hors de mon top 32, fait que c'est normal. Si j'étais juste positif, il serait dans mon top, il serait dans mon top 32. Mais il faut garder à l'esprit que ça, de ce genre de joueurs-là, il y en a partout. Dans toutes les ligues, dans tous les repêchages. Est-ce que lui, principalement, va réussir à percer? On ne le sait pas. Mais il y a quand même des qualités. Ouais, puis tu sais, on en parlait avec Seb. Je me souviens pas si c'était pendant qu'on enregistrait ou après, là, mais ce genre d'exercice-là, exercice-là Exercice. d'exercice, exorciste, Ouais, c'est ça. euh, ce genre d'exercice-là, après notre podcast de Top 32, je trouvais ça intéressant de le faire parce que ça nous permet de présenter des joueurs de plus, de créer du contenu de plus pour nos auditeurs, pour qu'ils apprennent plus sur certains joueurs qu'on entend peu parler ou moins parler. Puis tu sais, moi ce que je trouve le fun de cet épisode-là, puis des épisodes qu'on fait, parce que je vais recevoir Simon Servant aussi pour le même concept. Euh,
c'est qu'on a des joueurs à présenter qui sont différents aussi. Tu sais, comme Seb est venu nous parler de joueurs que j'ai pas regardé encore. Même chose de ton côté. Même chose de mon côté aussi. Fait que c'est ce qui fait la force un peu de TSLH Espoir. C'est un teamwork au final. À la gang, on ratisse large. C'est sûr qu'il y a plein de joueurs qu'on va regarder pareil, puis qu'on va être les 4 à voir, les 5 à voir. Mais je trouve ça le fun de faire cet exercice-là pour partager justement des petites perles qu'on connaît personnellement plus, mettons. Ouais, c'est ça. Puis si on avait encore plus le temps, on le ferait encore plus. Ouais. Mais abonnez-vous au Patreon. Voilà. De mon côté, je poursuis dans la thématique gardien de but avec Pavel Moisevic. Certains sites l'écrivent M-O-I, d'autres M-O-Y. Fait que pour pas faire de chicane dans le montage photo que les gens sur YouTube peuvent voir, c'est un I, puis dans la bannière qui s'en vient, ça va être un Y. Fait que je offusquerai pas personne. Blague à part. Pavel Moisevic, pourquoi je vous en parle, c'est que c'est un joueur qui nous a été suggéré en commentaire dans un podcast, je pense, il y a quelques épisodes. Puis moi, je ne l'avais pas vu jouer encore. Puis vu que je fais mon top bientôt des gardiens, ben, je suis allé le visionner. C'est un gars de 19 ans. Il a eu 19 ans en septembre. Joue dans l'organisation du SCA. Puis tu sais, je reviens à ce que j'expliquais tout à l'heure, là. Les gardiens en MHL, faut être vigilant. Il y a beaucoup de contexte à analyser, puis c'est pour ça que j'ai pris le temps d'expliquer pour Zaroubin le contexte. Euh, on pense à Yevgeny Volokin qui joue avec une des meilleures équipes défensives de la MHL. On regarde ses stats, on se dit c'est le prochain Ken Dryden puis Carey Price. On peut se calmer un petit peu. C'est un bon gardien, mais si on se fie juste à ses statistiques, ça peut être trompeur parce que c'est ça. Sa formation est très bonne défensivement. C'est un peu la même chose pour Pavel Moisevic, qui a un profil vraiment intéressant à 6 pieds 5, 176 livres. Il a joué beaucoup de matchs en KHL aussi. On s'entend que le SCA, c'est une très bonne machine de hockey dans la KHL et dans la MHL également. Puis là, je dis MHL, mais toutes mes excuses, c'est VHL dans laquelle il a joué. VHL, voilà. Euh, le principe étant le même. SKA est une puissance. Distance de glisse, quand je parle de distance de glisse, c'est au niveau de ses déplacements, là, parfois trop longue. C'est un gars qui couvre beaucoup, beaucoup d'espace au ras à glace avec ses jambières. C'est sûr qu'à 6 pieds 5, il a une portée très longue avec ses jambières. Mais même dans ses déplacements, je trouve qu'il gagnerait à être plus square un peu, de trouver un peu plus ses repères pour ne pas se retrouver déporté en dehors de son demi-cercle. Ce qui fait en sorte que son deuxième déplacement est un petit peu plus difficile. C'est vraiment, je trouve que lui, son problème, c'est pas qu'il n'est pas explosif, c'est que son début de poussée est lent. Tu sais, quand tu veux pousser pour te déplacer, tu vas lever ta jambière, tu vas pousser d'une jambe. Tout ce processus-là, il est lent. Mais il explose quand même bien. Fait que, tu sais, ça reste quand même une fraction de seconde de retard que je pense que dans un calibre plus rapide, plus où l'exécution aussi est plus rapide, des meilleurs tirs, ça pourrait lui faire défaut. J'ai trouvé qu'il éprouvait un petit peu d'inconstance dans ses performances, puis je parle pas statistique, mais bien dans son rendement sur la patinoire. Je trouve qu'en VHL, dans les matchs peu serrés, il devenait flat un petit peu. Il avait tendance à peut-être se sortir de son match. Je ne sais pas si c'est un manque de concentration et tout, mais je trouvais que ses déplacements étaient moins à point. Il challengeait moins les rondelles. Puis tu sais, tantôt, je parlais de Zaroubin, que lui, peu importe le score, il se battait pour arrêter la rondelle. Il se battait pas avec la rondelle, il se battait pour la bloquer. Moisevic, quand le score est plus très serré, c'est ça, il devient flat. Par contre, en KHL, tu vois que là, il y a quelque chose à montrer. C'est le deuxième gardien, il veut prendre sa place. Fait que là, tu vois qu'il est plus combatif, il est dans sa game.
Tu vois qu'il prend son information, il se déplace bien. Fait que c'est ça. Il y a comme un petit manque de constance dans ses performances qui me tannent un petit peu. Euh, mais c'est ça, c'est un beau prototype. Il est quatrième dans la liste de la centrale pour les gardiens européens. Je peux comprendre le profil. Je pense que c'est un gardien qui a des chances d'être repêché à la base. Contrairement à Zaroubine, que ça se peut qu'il ne le soit pas. Mais c'est ça, il y a des petites lacunes dans son jeu. Son inconstance me tanne un petit peu. Fait que c'est pas mal ça pour Pavel Moisevic. Ouais, il mesure 6 pieds 5, donc. 6 pieds 5, athlétique, grande portée. Rendu là, c'est ça, tu sais, les gardiens de but, ça peut tellement être long à développer que tu repêches des profils. Tu repêches Mm. pas. Si tu repêches le meilleur gardien de la MHL, ça se peut que tu te trompes parce que ça se peut qu'il soit 5 pieds 10 puis qu'il soit vraiment bon, mais qu'avec des tirs de qualité puis de l'exécution plus rapide, il soit pas bon. Fait que, il y a plein de facteurs qui peuvent influencer. Fait que, c'est pour ça que c'est difficile de projeter aussi un gardien plus tard. Exact. Je pourrais bien vous dire, Moisevic, il va être gardien numéro 1 dans la Ligue nationale, puis Zaroubine va gagner le Vezina un jour, mais ça servirait absolument à rien, à part que si ça serait allé, j'aurais l'air d'un dieu. Ouais, on va clipper juste ce bout-là. C'est pas notre but, fait que... Et voilà. C'est très très dur de projeter un gardien de but. Très dur. On le voit avec les gardiens dans la Ligue nationale présentement. Là. 2 saisons sont bons, après ça, ils tombent dans l'oubli complètement. Exact. Puis avant 25 ans, un gardien, là, bonne chance pour étiqueter ça précisément. À cette heure-là, 10 ans, c'était plus facile. Ouais, parce qu'il y en avait peut-être moins aussi. Exact. Pascal, parle-nous de Raoul Boilard. Un autre nom assez hot. Ce que j'ai oublié de dire sur Chouchinov aussi, c'est que son équipe est vraiment bonne défensivement dans le KHL. Il y a beaucoup de ses erreurs de jugement qui sont backées par les attaquants. C'est vraiment une bonne équipe de corps. Là. Bref. Raoul Boilard, c'est un gars que je ne voyais pas nécessairement dans ma soupe au début de l'année. Je le regardais quand même assez souvent contre les Saguenay, je continue, je veux pas. Mais la progression est vraiment intéressante chez lui. C'est un gars qui joue une game professionnelle, qui va dans le trafic. Pas nécessairement le plus physique pour administrer une mise en échec, ça arrive, là, mais il sait comment s'imposer. De plus en plus, il est moins gêné, si on veut, de le faire. Il y a un contexte, il est dans une des meilleures équipes au pays, dans le junior. Ça, c'est sûr et certain que ça a un impact, mais tu sais, il livre la marchandise défensivement et offensivement. Il va encore plus contrôler la rondelle par rapport au début de la saison, encore une fois. La prise de confiance est là pour lui. C'est pas nécessairement le centre top 6 à tous les matchs. Des fois, il va être plus top 3. Mais au niveau de l'utilisation, il est sur le premier avantage numérique. Des avantages numériques, il va être là aussi. Fait que, tu sais, son profil est vraiment intéressant. Puis, ce qui est encore plus intéressant, c'est la progression. Tu sais, dans LH, il y a un Q. Si, mettons, on parle de Tristan Luneau, au niveau de la défensive, ce qu'on regrettait un peu à son année de repêchage, c'est le manque de progression. Puis, en fin de compte, l'année d'après, ben, il a vraiment progressé. Mais ce que j'aime bien de Raoul, c'est que je ne l'appelle pas Boilard, j'aime vraiment mieux. En fait, peu importe. Souvent, quand tu parles d'un joueur de hockey, tu vas dire son nom de famille. Oh, mon chat qui vient de miauler. Mais lui, j'aime mieux l'appeler Raoul. Pour Raoul, son année en repêchage, il y a une très, très, très bonne progression, malgré le fait qu'il est dans une puissance. Parce que dans une puissance, généralement, tu n'as pas tout le temps des responsabilités intéressantes, mais lui, on y fait confiance, puis il prend la place. Fait que, tu sais, niveau patin, c'est ce qui le limite en ce moment. Je pense que c'est son défaut, si on veut, sauf la créativité, si on veut, là. Mais c'est ce qui pourrait le limiter, mettons, à atteindre le national de hockey. Mais je le vois dans la ligue, ça c'est sûr et certain, de par son style, puis de par son éthique de travail. On le voit sur la glace qui dérange, on voit sur la glace qui a un impact chez ses coéquipiers, il y a du leadership. Fait que je vois pas comment que ça pourrait être un miss, ce joueur-là. Je sais qu'il y a certains qui voulaient le classer avant Maxime Massé. Je suis pas encore là, mais je comprends ça. Je comprends pourquoi quelqu'un pourrait le mettre en première ronde ou le mettre devant Maxime Massé ou d'autres espoirs québécois comme Thomas Lavoie, qu'on va parler dans pas long,
ou, ou d'autres, peu importe. Là. Mais c'est vraiment la progression. Et si tu regardes dans le futur, le genre de joueur qui pourrait être, qui attire, c'est ce joueur-là. J'imagine que tu l'as vu jouer quand même, puis tu as vu Justin Poirier. Là. Ouais, on dirait que, tu sais, je comprends le profil. Tu sais, c'est un centre de 6 pieds 2, 190 livres. Il travaille très bien. Il est capable d'être physique, offensif aussi. On dirait que des fois, je regarde ses matchs puis je le trouve mid un peu. Tu sais, on dirait que j'accroche pas tant là, Mais sur son ce. rôle est mid dans son équipe. Ouais. Il joue le rôle qui est donné. Mais il amène une petite dimension, le fun. Fait que, si on contextualise le fait que c'est une des meilleures des équipes qui a en vue pour gagner toutes, là, on peut comprendre pourquoi il joue dans le cadre. Mais c'est vrai que l'année prochaine, on espère qu'il sort un peu du cadre pour amener plus de créativité, plus de oomph à son jeu. Mais j'aime quand même le fait qu'il a embrassé son rôle. Mais je comprends ton commentaire. C'est comme ça que j'ai été au début de l'année. Mais tu sais, mettons, si je te pose la question, tu sais, je vais te donner mon avis avant pour pas avoir l'air du gars qui pose la question, puis après ça, m'approprier l'évaluation. Là, mais moi, personnellement, je trouve que son patin, c'est un problème. Je sais pas si tu partages cette observation-là, Pascal. Ouais, tu m'écoutais sûrement pas, mais je l'ai dit. Je t'écoutais pas. Je t'écoutais pas, excuse. J'étais en train de. Je fais le montage, moi, pendant ce temps-là. Là. Oui, je sais, t'es multitask, quelque chose que je pourrais pas faire, inquiète-toi pas, je le prends pas personnel. Mais oui, c'est ce qui va le limiter, qui pourrait peut-être limiter son arrivée dans le national de hockey, c'est-à-dire que est-ce qu'il va réussir à atteindre ou non? Tout va dépendre de son gain d'agilité, de légèreté dans son patin. La C'est même moi, ce que je analyse. m'étais noté là, pour Boilard, là, j'aime son travail en powerplay sur le côté du filet. Tu sais, c'est une position qui est quand même le fun à développer pour la Ligue nationale. Tu sais, ton travail autour du filet, c'est souvent là que les buts, tu sais, dans le jargon, on dit les buts de vidange. Là. Mais c'est là que tu en ramasses. Tu sais, si tu es capable, parce que il y a quand même un bon tir pareil, fait il est capable de battre les gardiens de but, mais si tu es capable de ramasser des buts autour du filet en plus, là, ça devient encore plus intéressant au niveau de la contribution offensive. C'était quelque chose qui m'intéressait dans son jeu. Euh, il est quand même solide sur ses patins aussi, là, Boilard. Là, je trouvais que même quand il se faisait frapper, il se fait pas de temps déstabiliser, même quand il a la rondelle. Fait que je trouve ça quand même intéressant. Il a l'air C'est une bonne difficile. utilisation de son gabarit. Il a l'air difficile à affronter. Un contre Ouais. un devant le net, puis tout, c'est pas le plus méchant, là, mais c'est pas le plus fun à avoir en avant de toi quand t'es un défenseur ou un attaquant adverse. Puis tu sais, ce que je pourrais ajouter de Boilard, c'est que des fois, ce qui me dérange, c'est comment il va se présenter pour les batailles, pour la rondelle. Tu sais, quand il vient en support, c'est correct, ça va bien, mais il doit être le premier sur la rondelle, je l'ai trouvé à quelques occasions nonchalant. Ça me décevait un petit peu parce que c'était comme contraire à l'évaluation que j'avais, comme de quoi qui est dur à déstabiliser, puis qui est capable d'aller dans le jeu physique. T'sais. Fait que j'aimerais ça voir un petit peu plus de constance à ce niveau-là dans son jeu, là, du côté du Dragon. J'appuie cette observation. T'as probablement dit la même affaire, mais je t'écoutais pas. Non, j'ai pas parlé de constance nécessairement. Dans le fond, au début de l'année, oui, il y en avait le manque de constance, mais je trouve que ça s'est vraiment beaucoup amélioré en cours de saison. Mais au niveau de la passivité, c'est pas rare quand même que des joueurs à gros gabarit de cet âge-là vont être un peu plus gênés d'utiliser leur gabarit. Fait que c'est peut-être un manque pas d'assurance, mais d'embrasser un peu son profil. Fait que c'est ça. Ça va sûrement venir dans les prochaines. C'est pas Nathan Gaucher. Là. Nathan Gaucher, il avait probablement 12 ans. Puis il avait le style qu'il a en ce moment. C'est-à-dire, c'était quand même un bon bully. Fait que, dans le bon sens du terme, sur la glace. Là. Fait que il va probablement embrasser plus son rôle dans les prochaines années, qu'il va avoir plus de responsabilités. Puis qu'il va avoir plus d'expérience. Good. Puis là, Pascal, je te rassure, là, tous mes petits stickers dans le bas pour le montage vidéo sont écrits, fait que je vais t'écouter le prochain espoir que tu vas nous parler. Euh,
je vous parle maintenant de Hayden Park. C'est un gars que j'ai mentionné son nom à quelques reprises dans le podcast. C'est un gars qu'on a parlé rapidement en début de saison pour ses performances au Linka avec les États-Unis. Hayden Park joue pour Shattuck dans le hockey prep school. J'ai regardé quelques matchs de Shattuck, peut-être 5 ou 6 de Shattuck. J'ai regardé des matchs aussi de Dean Letourneau dans la conférence. Parce que dans le fond, comment c'est fait, Shattuck joue dans le système scolaire aux États-Unis. Il y a énormément d'équipes dans ce système-là, mais il y a beaucoup d'équipes qui sont très, très, très poches. Puis Shattuck, c'est un très bon programme de hockey. Il y a eu la création, puis là, c'est la PHC, je pense, en tout cas, c'est toutes les plus grosses écoles, les plus gros programmes de prep school forment une ligue de 6 équipes, puis je pense que c'est 6. Si je me trompe dans mes propos à ce sujet-là, visitez le tout sur lehockey.com, j'ai écrit un texte à ce sujet. mais comme ma mémoire fait défaut, 6, 8, j'ai pas une grande mémoire pour les chiffres. Bref, Hayden Park, dans sa formation, joue avec 2 joueurs d'intérêt pour le repêchage 2024, Will Zellers puis Riker Lee. Pourquoi je vous parle juste de Hayden Park aujourd'hui? C'est parce que je pense que c'est le profil qui peut se transposer le plus dans la Ligue nationale chez les espoirs de Shattuck. C'est un joueur de centre de 6 pieds, 185 livres. Moins offensif que des gars comme Zellers et Riker Lee. Riker Lee va se démarquer par son tir notamment. Zellers va se démarquer par sa mobilité, sa très grande mobilité, ses mains, son instinct offensif, mais aussi par le fait qu'il a la tête basse et qu'il va se faire tuer sa patinoire un jour. Ça n'a pas changé du Linka, Pascal, je te l'assure. Même dans les prep schools, c'est encore comme ça. Ah, il verra dans NCAA. Ah, c'est ça, il va falloir qu'il corrige ça pour de vrai. Là, fait que... Mais c'est ça, Hayden Park, pas de problème à ce niveau-là. C'est un gars qui est très bon en échec avant. Je le trouve efficace sur 200 pieds sur la patinoire. Petit problème de maniement de rondelle. Puis là, on rentre vraiment dans le technique. Là. Mais je trouve qu'il perd souvent la rondelle en maniant. Puis même s'il n'y a pas de joueur qui vient neutraliser son bâton ou qui le suit, tu sais, il y a des mains, mais il jongle souvent avec la rondelle. C'est particulier pareil. Là. Mais je pense que quand le jeu va s'accélérer puis va devenir plus physique, ça pourrait vraiment devenir un problème en matière de perte de possession. Fait que c'est quelque chose qui me dérange quand même dans son jeu. Puis c'est ça, il est présent dans les batailles pour la rondelle. Il se présente dans l'enclave. Globalement, c'est un joueur qui a quand même un style de jeu professionnel. Somme toute, ça reste des matchs de prep school, on s'entend. Fait que l'échantillon est à contextualiser. Puis c'est pour ça que les 3 gars que je viens de mentionner, outre les tourneaux qui jouent dans ces programmes-là, mais Lee, Zellers puis Park sont très loin dans les listes, puis c'est compréhensible. Au Linka, moi, je les avais vraiment aimés, ces 3 gars-là, mais tu regardes dans le prep school, les gars s'amusent, puis ils font ce qu'ils veulent, puis il y a beaucoup de stuff de junior, fait que je comprends pourquoi ils sont plus loin. Ouais, Park, c'est facile quand même d'apprécier son jeu quand tu as un faible échantillonnage parce que c'est un gars de récupération de rondelles. C'est un gars qui fonce en ligne droite dans le trafic. Tu sais, comme, oh, il accroche l'œil tout de suite. Mais c'est quand tu le regardes dans un contexte plus régulier dans son équipe, c'est là que tu vois qu'il manque des petites affaires. Exact. Puis tu sais, j'ai écrit un texte sur les 3 joueurs de Shattuck. Si vous voulez regarder ça là, dans la section TSLH Espoir de toutsurlehockey.com. J'ai contextualisé les statistiques puis j'ai mis des observations pour les 2 autres joueurs aussi de la formation de Shattuck. Fait que voilà. Pascal, il y a Guillaume qui nous pose une question par rapport à Alexis Bernier.
Avez-vous Oui, noté une progression aussi élevée qu'il semble se discuter dans le milieu pour Alexis Bernier? absolument. Je vais parler de Thomas Lavoie tantôt, puis j'ai hésité longtemps, je te l'avais dit aussi, à parler de Alexis Bernier, défenseur qui est un coéquipier de Raoul. Au niveau offensif, il est là. Il est un gars de progression, un gars de progression du jeu, un gars de transport de rondelles. Absorbe très bien la pression aussi, il prend des bonnes décisions, puis tout le long de la saison. Comme je dis tantôt, le contexte, c'est que c'est une des meilleures équipes, une des puissances. Puis il a pris sa place, puis il fait juste gruger encore plus de minutes. C'est un espoir qu'on gagne à connaître. Puis moi, il a dépassé Thomas Lavoie dans mon classement. Mais je préférais parler de Thomas parce qu'on a quand même parlé une fois de temps en temps, puis il était un peu plus, pas nécessairement populaire, mais en parlant de progression, je préférais parler de Lavoie. Mais oui, Guillaume, la progression est là, puis je suis sûr qu'il va sortir plus tôt qu'on pense au repêchage. Yes, puis j'ajouterais dans le cas d'Alexis Bernier, c'est que tu le regardes jouer dans une bonne formation, puis t'as pas l'impression que c'est un gars à son année repêchage, tellement qu'il inspire la confiance sur la patinoire, au niveau de la relance, au niveau aussi comment il active la transition en zone neutre. Je trouve qu'il apporte de belles choses, même si les statistiques sont pas nécessairement là. C'est là qu'on voit que ça veut pas tout dire, les statistiques. T'sais. Fait que oui, la progression est vraiment, vraiment justifiée là, présentement. T'sais, mettons, si on lit ça au Canadien, là, moi, c'était Bernier puis Lavoie, j'irais les chercher absolument en deuxième et en troisième ronde. Ou les deux en troisième ronde, peu importe, mais le choix de Colorado va probablement être loin. J'aurais aucune misère, malgré la défensive des Canadiens de Montréal, puis leur pipeline, à aller chercher ces deux joueurs-là. Pas parce qu'ils sont québécois, mais le profil, puis la progression, ment pas. Pascal, Thomas Lavoie. Oui. Depuis l'année passée, ce gars-là, il gruge des minutes. Sérieusement, là. Avec une équipe qui est. Écoute, Cap-Breton est exécrable souvent. C'est pas une très bonne formation, je trouve, en tout cas globalement. Mais lui, il joue énormément. Puis cette année, il était supposé prendre un step dans son offensive. Je trouve que le step est là. La production n'est peut-être pas là. Mais c'est un effet de l'équipe aussi. Puis tu sais, contrairement à Bernier, je trouve que lui, il a moins d'instinct offensif. Mais il prend quand même des bonnes décisions. Il amène les rondelles au filet. Il a quand même un bon tir, mais c'est vraiment plus pour amener le jeu au filet. C'est pas un gars qui va se déplacer énormément pour créer l'offensive, pour créer des lignes de passe, un peu comme je parlais avec Lucas Peterson, qui est un attaquant, mais quand même, il pourrait le faire plus. Pardon. Mais pour Thomas Lavoie, c'est un peu. Il a un talent limité. Mais son gabarit, sa façon de jouer en défensive, encore une fois, très vocal. C'est un leader en avant du net. Il est méchant. Ce que je veux dire, c'est pas Gargamel. Là. Ce que je veux dire, c'est qu'il va donner des coups de bâton, des mises en échec dans le bas du dos des attaquants. Il est punitif. Puis ça, j'adore ça. Mais son patin le limite. Au niveau de l'explosion, surtout, il manque un peu d'agilité. C'est un peu lourd, dans le fond, son patin au niveau des premiers pas. Puis je pense qu'il serait encore plus physique s'il y avait un peu plus d'explosion, parce qu'il serait moins en retard, si on veut, pour, pour appliquer les mises en échec dans le fond de territoire, dans le fond. S'il y avait plus de rapidité, c'est ça, il pourrait plus appliquer de la pression, là, il arrive un peu plus en retard une fois que la rondelle est partie. Mais quand même, les mises en échec sont là. Mais le profil de joueur qui est, le gabarit, tout, je le vois dans la nationale, ce gars-là. Luno, je l'aimais beaucoup aussi quand même, malgré le manque de progression. Mais lui, il a vraiment grandi, si on veut, dans mon appréciation. Il n'est pas super haut dans mon classement. Si je regarde mon classement, il est. Juste une maudite C'est ça qui est le mémoire. fun quand on parle de 50. joueurs puis qu'on est capable de dire exactement sa liste il est où et non, je l'ai entre 40 et 50. Toi, tu as Ouais, déjà ta surtout liste quand. de fait, tu es capable de pointer le rang exact. Exactement, surtout quand on parle de liste passée et qu'on n'a pas de preuves. Donc, 50 Lavoie puis 47 Bernier. Parce que Bernier a un plafond offensif un peu plus haut. C'est pour ça qu'il était en avant. Mais c'est sûr, Bernier est moins méchant. Il est moins physique.
Mais c'est ça, tu sais, dans la LHJMQ, pour le repêchage de cette année, c'est 2 défenseurs vraiment intéressants, de profils complètement différents, de contexte complètement différent. Tu sais, Lavoie, il va jouer 30 minutes par match des fois. Il est tout le temps là. Tout le temps, tout le temps, tout le temps sur la glace. Puis jamais il va avoir une drop de performance, de mauvais matchs. Tu sais, oui, il peut avoir des mauvaises décisions des fois, mais il y a tout le temps, tu sais qu'est-ce que tu vas avoir à tous les matchs. Fait qu'il peut juste progresser. Fait que moi, je stand derrière lui, sérieusement. C'est un gars que j'ai 50. Puis au début de l'année, je ne l'avais pas classé parce que j'avais pas beaucoup de visionnement. Je pense qu'on en avait déjà parlé, on avait une question là-dessus, puis je l'ai quasiment pas vu. T'sais. Mais à mesure que je regarde les matchs, je ne peux pas faire autre chose qu'apprécier ce profil-là. Moi, la voix, Pascal, tu vas rire, là, mais j'ai regardé 1 ou 2 matchs, pas plus de lui encore. Là. Puis la raison est fort simple, c'est quand j'ai vu qu'il jouait autant qu'Étienne Morin l'année passée, je me suis dit, ah non, pas encore un joueur interminable à scouter. Mais je me suis dit, garde, faut que je scoute Jacob Milota. Milota, le gardien de but de Ouais, Cap-Breton, le Tchèque. Faut que je le scoute. Fait que rendu là, je vais accumuler il est tout le mes temps là. visionnements de la voix en regardant le gardien de Cap-Breton. Ça va me faire. Parce que si je regarde le gardien, la voix va tout être sa patinoire anyway. Fait que Exactement, je il vais, est tout le temps là. je Tu vais, sais, je vais c'est pas le quand même manquer. c'est une équipe qui est quand même facile à regarder avec d'autres joueurs, d'autres équipes là, pour faire des Oh visionnements oui. croisés. Mais en effet, c'est assez dur de. Une fois que tu manques de temps, bon, j'ai un match, parce que mettons, nous autres, cette année, dans la plateforme qu'on a, la CHL, dans le fond, la WHL, la OHL, puis la JMQ, on n'a pas les chiffres by chiffre. Fait qu'on écoute les matchs complets, puis quand on a un joueur à regarder, mais on avance les matchs jusqu'à temps sa prochaine présence. Fait que quand tu as un gars de 30 minutes, tu le sais que ton chiffre, ton match, il va être long. Fait que c'est dur à optimiser ton visionnement. Fait que là, faut que tu regardes des matchs complets avec d'autres espoirs. Mais il faut que tu le prennes le temps. Des fois, on n'a pas 2 heures pour regarder un match. Là. Fait que c'est ça qui est plus difficile. Mais il, il est le fun à regarder jouer. Sérieusement. C'est la progression puis le style. Dernier joueur de mon côté. Puis on n'a pas fait de pacing particulier, mais c'est le fun de voir qu'on close avec la LHJMQ, Pascal. Fait que sans se parler, on a fait un pacing intéressant. Je close ça avec Justin Poirier. Euh, c'est un attaquant qui a fait jaser cette saison pour. Je pense que. Je, je vais surveiller ce que je veux dire, là, mais C'est on revenu utilise un. souvent, cette phrase-là, à soir. Ouais, ouais. On utilise un peu Justin Poirier pour le LHJMQ bashing. Tu sais, que le Ouais, reste du Canada aime pas la LHJMQ, puis Justin Poirier a pas été invité ici, puis pas été invité là, puis pas été invité là, puis pas été invité là. Bon. J'ai eu de la misère à expliquer pourquoi il était pas au top prospect, honnêtement. ouais, ça oui. Surtout quand il y a eu plusieurs blessures, puis qu'il y a des joueurs de la LHJMQ qui ont reçu des invitations. Je me dis que, me semble, le meilleur buteur de la LHJMQ devrait être là. Plain and simple, mais. Euh, Justin Poirier, je sais pas si tu vas être d'accord avec ça. Je veux pas qu'on s'emballe, je veux pas que ce soit une comparaison non plus. Mais mettons là, dans la version Walmart, je ressors l'expression version Walmart. euh, j'ai des petites vibes de Cole Caulfield pareil à son année repêchage. Puis c'est pas parce que c'est un franc-tireur de petit gabarit. Dans la façon qu'il joue, dans la façon qu'il va patiner puis qu'il va aller chercher son espace pour tirer, je trouve que c'est quand même assez similaire. Euh, Poirier va utiliser, il va ouvrir ses hanches puis il va utiliser la technique du tomahawk, là, puis il perd pas de vitesse, puis même il se déplace quand même assez bien de cette façon-là. Moi, c'est une technique qui me répugne au plus haut point. Là. Je regardais Crystal faire ça, puis c'était totalement inefficace, puis il le faisait n'importe comment, puis n'importe quand, puis des fois, même Zane Parek le fait, puis ça me dérange un peu, là, mais je trouve que Poirier le fait quand même bien.
dans un certain sens parce qu'il va aller gagner de la vitesse, puis ça lui permet justement de garder son centre de gravité bas, puis d'y donner plein d'options, justement, les hanches ouvertes pour des passes, pour décocher son tir rapidement. Fait que je trouve que somme toute, il le fait bien. Euh, je sais pas si tu voulais rajouter de quoi, là. Je voyais que tu allumais ton Ben, micro. pour un peu après ta description que je vais rentrer en ligne de compte, mais Joshua Roy le faisait beaucoup aussi dans le junior de Tomahawk, puis ça me gossait Ouais, royalement. ouais. Mais c'est ça, c'est le genre de technique que c'est utilisé par les joueurs de finesse, là. Mais, tu sais, des fois, c'est comme galvaudé un peu, là. Tu sais, on l'utilise beaucoup trop, cette technique-là, des fois, là. Euh, je trouve que Justin Poirier utilise très bien les écrans pour tirer au travers. C'est une belle qualité qu'il a. Tu sais, de ne pas se laisser influencer par la manœuvre du défenseur en avant pour essayer de le déborder. Non, non, tu sais, il prend son tir puis il est capable de percer l'écran aussi. Je trouve ça intéressant au niveau de son tir. Tu sais, il est capable de changer l'angle de son bâton. Il est capable de réagir justement à la manœuvre du défenseur. Euh, Moi, je l'ai vu neutraliser physiquement des adversaires des fois, là, puis du monde plus gros, puis j'aime quand même ça. Tu vois que ce gars-là, il a une petite touche de chien à l'occasion, mais c'est pas constant. Là. Des fois, dans sa zone, il tombe spectateur. En zone neutre, il va tomber spectateur. Mais dès que l'action a des chances de mener vers une attaque offensive, là, Poirier est là. Mais quand l'action, c'est pour dégager la rondelle, pour récupérer des rondelles, pour transitionner en zone neutre ou pour soutirer des rondelles en zone neutre, je trouve que c'est plus difficile dans son cas. Il tombe trop souvent dans le siège de spectateurs. Fait que, tu sais, je l'ai dit tout à l'heure, là, je pense qu'il avait sa place au top prospect, mais sans dire qu'il n'a pas sa place dans le programme d'Hockey Canada et tout, je pense qu'il y a des choses dans son jeu qui sont compréhensibles. Pourquoi ce gars-là figure pas dans l'élite, mettons, d'Hockey Canada et tout ça. Même si c'est Ouais, le meilleur buteur de la LHGMQ. il manque de discipline pas mal. Un manque de constance, comme tu l'as dit. Souvent, il va être complètement invisible, puis il va juste apparaître après le sifflet autour du gardien de but. Je ne veux pas dire que c'est juste un shot, ce gars-là, mais souvent, dans les matchs, il est juste ça. Si on contextualise, qui est le fait qu'il est dans une des meilleures équipes au Canada, ben c'est sûr que ça l'aide sa fiche, mais je pense qu'il est quand même assez bon pour se créer ses chances, puis attaquer le filet, puis même s'il est petit, comme tu dis, il peut surprendre les gars pas mal plus gros que lui. Comme tu dis, il y a un petit peu de chien. Puis je le disais, quand j'ai passé fan de sport au début de l'année, là, sur une chaîne de télé ici, à Nous TV, là, puis je le disais au début de l'année, c'est-à-dire qu'il y a un petit peu rugueux, puis ça, c'est le fun, mais des fois, ça sort de sa game, puis c'est là que l'indiscipline sort, puis c'est ça que ça me gosse un peu. Je pense qu'il y a une équipe qui va lui donner sa chance, mais à partir de la 5e ronde, peut-être, moi, je ne le vois vraiment pas sortir en première, en deuxième, en troisième, quatrième, peut-être, là. Mais 5 et 8, c'est juste un shot, manque de discipline, manque de constance. Ah, j'ai de la misère avec cet espoir-là. C'est sûr que ça pas dans mon top 64, il ne sera jamais classé dans ma liste parce qu'il y a des limitations. Un peu comme Max Swanson, j'aime bien ce joueur-là. Mais le classer dans un top 64, il faut que tu le vois dans le national de hockey un peu plus de chance que d'autres. Puis lui, je le vois pas nécessairement dans la ligue. Puis difficilement même. S'il prend 2 pouces, peut-être, mais il est tellement unidimensionnel que j'ai de la misère à voir dans la ligue. Puis tu sais, moi ce que je trouve, à l'inverse, moi je pense qu'il va peut-être se battre pour une place dans mon top 50 parce que je trouve qu'il a des bonnes mains. Je trouve qu'il est fort sur ses jambes. Son tir, on n'a pas besoin d'en parler, là, il est de très bonne qualité. Mais il n'y a pas d'impact en dehors de ses habiletés individuelles. Puis il y a de l'inconstance aussi là-dedans, comme j'en parlais tout à l'heure. Puis tu sais, la chose qui me dérange, c'est que oui, tu as un bon tir. Puis tu sais,
Ce qui est bon pour Pitou, il est bon pour Minou en passant. Là. Cole Iserman, il a un excellent tir, mais on y reproche son implication défensive. Mais là, Justin Poirier, c'est un non-sens qu'il ne soit pas dans une première ronde parce que c'est tout qu'un franc-tireur. Il y a des records dans la LHJMQ et tout. Mais tu sais, ce gars-là dans la zone défensive, si la rondelle n'est pas à côté de lui, il n'y aura aucune récupération de rondelle. Tu sais, dans les matchs que j'ai regardés, c'est pas lui qui va aller jumper in dans le trafic pour soutirer des rondelles. Puis c'est pas lui qui va aller jumper in dans l'enclave pour amorcer la sortie de zone, sortir la rondelle et tout. À l'aile, c'est pas nécessairement son rôle, mais tu sais, il couvre la pointe. Puis tu sais, il y a de l'espace de glace quand même. Puis des fois, la rondelle va se retrouver proche, mais à deux trois enjambées de patin. Puis ces enjambées-là se font pas. Fait que tu sais, c'est pour ça que tout à l'heure, j'expliquais que quand l'action mène à quelque chose d'offensif, Justin Poirier est là. Parce qu'en zone offensive, il va en récupérer des rondelles. Puis il va en diriger des rondelles au filet. Puis il va utiliser ses mains. Mais enlève ça, enlève toute l'action offensive. Quand c'est une action qui contribue à la progression du jeu, Poirier sera peut-être pas nécessairement ton gars de confiance pour ça. Puis, tu sais, si, mettons, on avait, pas accès, mais si, mettons, on se donnait la peine de parler à son entourage, puis tout, peut-être que là, on aurait une façon différente de voir, mais si on regarde vraiment ce qui se passe sur la glace, moi, je vais aux arénas, à l'aréna ici, à Saint-Georges Vézina, puis l'équipe joue vraiment souvent contre le Drakkar, puis il est souvent vraiment invisible. C'est la même affaire qu'on voit ça sur CHL TV. On le voit à l'aréna, c'est-à-dire que il finit la game avec 2 buts, une passe, mais il y a même pas un avantage numérique à 5 contre 5. Mais tu l'as pas vu de la game. Il a ramassé un garbage ou bien il y a eu une belle passe d'un coéquipier, le Melowski, mettons, qui était très bon fabricant de jeu, ou Boilard, peu importe. Mais il n'a rien fait d'autre, à part pogner un 2 minutes parce qu'il a fait un slashing. Fait que, c'est ça, j'ai de la misère à transposer dans la ligue. C'est ce qui fait pas mal le tour, je dirais, pour Justin Poirier. Euh, c'est ce qui fait également le tour pour notre épisode du Top 32 Aftermath. Les répercussions post-Top 32, qu'on pourrait dire en français. Euh, Merci beaucoup d'avoir été au rendez-vous encore une fois. On est très content de votre présence sur Patreon, sur YouTube, sur les plateformes audio également. Euh, pour les membres Patreon, il y a un épisode avec Simon Servant qui s'en vient très rapidement. On enregistre le podcast sous peu. Même principe qu'avec Pascal et avec Seb. Par la suite, on va avoir un podcast sur le Rocket de Laval. On va inviter Jess, Pascal, pour parler Yes. du Rocket qui va pas très bien ces temps-ci. Non, c'est dommage. Puis à venir pour le TSLH Espoir, top 10 des gardiens de but. On a plusieurs profils qui vont sortir sur le site également. Donc suivez-nous. Suivez-nous sur les plateformes. TSLH. Écrivez TSLH sur Google. Passez par là, ça nous aide aussi. Laissez des étoiles sur les podcasts. Parlez de nous. On veut que le brand continue de grandir. On aime ce qu'on fait et tout. Puis on veut que ça circule également. Fait que voilà. Gros merci à tous. Merci Pascal. Puis on se revoit dans un prochain épisode.